Le premier truc, et c'est vraiment, ça part vraiment de la stratégie de content. Quand on parle de stratégie de content, on passe toujours à des formats et des formats qu'on va répéter. La vidéo, c'est exactement la même chose. Donc, il y a une vraie notion de penser en série ces vidéos et de travailler, finalement, d'écrire quelque chose qu'on va pouvoir répéter aussi pour avoir des gains d'efficacité. Parce que quand on fait le premier format, le pilote d'une vidéo, souvent on va essuyer beaucoup de plâtre, on va se chercher un peu au montage, dans l'écriture, dans le setup, on va avoir plein de trucs techniques qui sont améliorables. Et c'est que à partir de la deuxième, troisième, cinquième, dixième qu'on va commencer à être vraiment efficace. Je te laisse peut-être commenter les choses que Ouais. tu as tenu à nous montrer, Anna-Louisa. Oui, oui. Là, il y a un très bon exemple de vraiment de concept de série et de décliner en fait premier épisode, deuxième, troisième, quatrième et en fait ça roule parce qu'on a bien calé tous les trucs techniques et écriture, etc. en amont. Donc là, c'est l'exemple de IDEX sur le terrain. Où on a plein d'épisodes, on a des vignettes, on a des clips social media, on a des vidéos qui sortent un peu du concept, mais qui restent quand même dans l'idée générale de recruter des alternances, qui est la question de la vidéo. Vraiment, pour moi, c'est hyper important d'avoir au moins une série pour pouvoir décliner ensuite différentes vidéos. C'est hyper facile. Bon, pas au début, mais après, une fois qu'on a bien posé, ensuite ça roule. Et Ouais, c'est très. l'investissement en habillage est fait, en écriture. Parfois, c'est plus simple aussi de structurer la gestion de projet, de lancer directement 4, 8, 10 interviews plutôt que juste un et puis de s'y remettre après. Comme ça, on peut lancer plein de bouteilles à la mer. C'est aussi, après, quand il n'y a pas forcément d'invité, c'est aussi de se dire, ah, j'ai une super idée. Là, typiquement, chez Acuteo, qui est un éditeur de logiciel, il y a un des dirigeants qui voulait faire un croisement pour expliquer son métier, mais dans un contexte un peu sympa. Il adore la cuisine. Il a voulu faire un peu des recettes liées à comment je mets en place des ERP. Le challenge, c'est aussi de se dire, OK, ça peut faire une super idée de vidéo. Est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que j'arrive à le tirer quand même sur quelque chose qui peut s'installer pour voir que j'ai de la profondeur et que j'ai des choses à faire. Donc ça, c'est toujours, quand on a une bonne idée qui sort du chapeau, de se dire, est-ce que ça pourrait être une série? Ça demande un peu d'exigence, mais c'est quelque chose qui est super intéressant. Et puis là, on a un exemple de chaîne, Bienvenue au cabinet, qui est un expert comptable, qui lui fait des séries où il a vraiment une production qui est vraiment pensée. Et je pense qu'il a 10 ou 15 épisodes en tête en amont. Il y a plusieurs écritures qui se font en parallèle. Et puis après, on va mutualiser les tournages. On va peut-être pouvoir tourner plusieurs choses. Je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est vraiment assez exemplaire dans la façon dont c'est réalisé. Deuxième tips de pro, une vidéo, si vous voulez réussir en vidéo, ça s'improvise pas vraiment. Évidemment, vous allez pouvoir faire sur un lancement en disant bah, tiens, ouais, j'ai envie de parler de mon nouvel e-book, j'ai envie de faire un petit truc qui se balade dans le bureau pour en parler un peu face cam. C'est facile à faire, il n'y a pas forcément besoin de préparer, on peut être très spontané. Pour autant, quand on va vouloir vraiment structurer les choses un petit peu mieux et surtout monter un peu en volume, l'écriture est super importante. Le hook, le déroulé, comment je suis concis. Et puis derrière aussi, penser que la vidéo, c'est pas que du texte. Et on va sûrement pas vouloir juste débiner un texte en le récitant. Il y a aussi toute une question d'écriture, de rythmique, de scénario qui est intéressante. C'est là où on rentre dans le sujet de storyboarding et d'écriture un peu structurelle. Carrément. Là, on vous a mis l'exemple de la série Formation Dimension, dont le premier épisode est sorti sur YouTube, donc n'hésitez pas à le voir. Donc, on pense vraiment en amont le script, le benchmark, on découpe bien les parties, on s'occupe vraiment d'appaufiner pour que ensuite au tournage, ça soit très rapide, parce que maintenant on a un prompteur, donc c'est hyper facile. On va vous montrer ça après. Et ensuite, une fois que le script est fait et que le tournage est fait, on passe au brief de montage. Et le brief de montage doit être vraiment très clair pour que toutes les illustrations, parce qu'il y a quand même 8 minutes, donc il faut bien animer un peu la vidéo et que ce soit pas juste du face cam ou de la deuxième caméra. Donc il y a vraiment une réflexion tout en amont et pendant et après la production de ce genre de vidéo. Quelque chose sur lequel on met beaucoup d'emphase,
avec toutes les personnes avec qui on travaille sur les amener sur de la vidéo, c'est le côté mobilisation des équipes. Alors oui, on peut faire un peu d'animation, oui, on peut faire parler ses collaborateurs, enfin ses clients ou ses prospects ou des experts de son marché. À un moment, moi j'aime bien, si on veut que ça dure aussi dans une entreprise, pouvoir voilà, le faire en groupe, d'être plusieurs à porter le sujet vidéo et notamment de former les gens à parler devant une caméra. Voilà, ça peut être stressant, c'est quelque chose qui est pas naturel et puis qui se travaille parce qu'il y a aussi pas mal de techniques et puis aussi un petit peu aussi sur l'association à l'écriture. C'est compliqué d'avoir quelqu'un qui écrit tout et puis on va chercher des acteurs entre guillemets qui n'ont pas forcément leur mot à dire. C'est mieux quand même quand il y a l'expertise et un peu d'appropriation, même si c'est pas forcément le métier de tout le monde d'écrire des vidéos sympas, il faut les aider, il faut les accompagner. C'est quelque chose qui est assez intéressant comme ça. Donc là, on vous a mis plein d'exemples comment on intègre nos collaborateurs, collaboratrices dans nos process vidéo, que ce soit pour les vidéos du site, que ce soit pour des petits teasings social media, que ce soit pour les lives et pour les TLDR que vous voyez tout en bas. Donc on a quand même bien fait d'inclure tous nos gens de chez Invox. Donc je suis assez contente. Pour ceux, c'est souvent un point complexe dans certaines entreprises, ceux qui vont nous dire, bah moi je sais pas qui va vouloir prendre la parole. Souvent commencer par des petits formats, pas trop engageants, soit tourner témoignage collaborateur, qu'est-ce que tu fais dans ton job, 3 questions qui vit ma vie, découverte des métiers. Des formats plus fun aussi, bien leur dire que il n'y a pas un côté trop corporate qu'on cherche à avoir, c'est sûrement pas ce qu'on veut avoir, de démystifier le truc, dire c'est pour les réseaux sociaux, voilà, c'est 30 secondes. Ce que vous voyez en haut à gauche, toute la petite galerie là, c'est au moment de la refonte de notre site, on voulait qu'il y ait une vidéo sur chacune de nos pages offres. Donc on a 25 pages offres différentes. On voulait que ce soit porté par un expert différent sur chaque page. Et donc on a lancé une petite écriture. Chacun était filmé dans le bureau, alors parfois même à son vrai bureau, et avec un truc assez souple. Et ça, je pense, ça a aussi permis de lancer une dynamique, de se dire, bah en fait, ouais, c'est pas compliqué, c'est marrant, ça a de l'impact, ça me valorise. Donc c'est quelque chose qui est plutôt assez sympa à mettre en œuvre. Forcément, il y a un sujet technique. Une vidéo, c'est voilà, autant faire une infographie, un petit coup de canevas, écrire un texte. Souvent, on peut être en autonomie pour le faire quand on est soi-même le créateur du contenu. La vidéo, souvent, ça va demander. Il y a plusieurs barrières quand même. C'est compliqué de se mettre à la vidéo parce que on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude du matériel, on n'a pas l'habitude des angles de cam et en gros de se dire bah là je fais un truc mais est-ce que ça va faire une bonne vidéo après, est-ce que ça sera regardable entre guillemets, et puis après il y a toute la partie montage aussi qui est un peu technique si on a envie de sortir une vidéo qui est sympa. Pour autant il y a plein de façons de se lancer de manière un peu sympa, sans forcément avoir un studio comme on vous montre là. Donc là, c'est un peu les coulisses de là où est installé en ce moment même Anna Louisa dans le studio. Mais on peut commencer aussi avec un setup plus simple. Oui, carrément. Comme toi, tu es maintenant, Guillaume, tu es juste dans la salle commune. T'as quand même une petite lumière, mais bon, tu as ton ordi, il n'y a pas grand-chose. J'ai un petit micro aussi. Hein, oui. Pardon. Spoiler, j'ai un micro qui doit coûter, ça coûte quoi, 50 €, 60 € un micro oui, en vrai, il y a des micro-cravates à 20, 30 € qui font très bien l'affaire et qui peuvent se connecter au téléphone, au portable, etc. Donc, un ou deux lettering pour mettre en valeur votre visage, hein, c'est ça qu'on va regarder dans les vidéos. Ça c'est quelque chose qui est assez simple. Et puis après quand on n'est plus à la maison et qu'on est en déplacement, là aussi 2-3 pieds, une light, 2 rallonges, 1 ou 2 appareils de prise de vue. Il y a des appareils, des caméras qui sont très bien à partir de quelques centaines d'euros. On commence à avoir des choses qui sont quand même assez performantes. Donc c'est pas complètement impayable sur ce format-là. Et puis, côté logiciel, il y a quelques petites choses à faire. Alors, soit vous vous y mettez, vous vous auto-formez, soit vous travaillez avec des free ou des agences. Quoi qu'il en soit, à un moment, il y aura besoin, chez eux ou chez vous, de quelques logiciels. Mais heureusement, ça, c'est des choses qui évoluent pas mal. Tu peux nous dire peut-être les différents paquets que tu as montré là, Anna Louisa ? Oui. Premièrement, il y a toutes les applis de Adobe que nous on utilise en interne, qui sont vachement bien, qui fonctionnent très bien et qui permettent de faire des trucs maintenant, surtout avec l'arrivée de l'IA,
Dans la vidéo aussi, il y a des petits plugins qui sont mis à disposition, des petits trucs pour permettre la recherche plus rapide des rushs, de bien faire le montage plus rapidement qu'on le faisait avant. Donc ça c'est en premier. En deuxième, j'ai mis tous les autres logiciels de montage que peuvent être aussi utilisés. Je sais que DaVinci est très bien, surtout un point bonus pour la colorimétrie. Il y a plein de choses à faire là-dedans, mais aussi des petits outils comme Submagic, CapCut qui sont beaucoup plus utilisables avec le portable sur Internet, donc sans forcément avoir une formation très technique, qui permettent soit de faire ajouter des sous-titres automatiquement à la manière des réseaux sociaux, soit faire des montages carrément bien faits, on dirait qu'ils sont faits sur ordinateur avec des logiciels hyper techniques, alors que non, c'est sur CapCut. Donc maintenant, il y a plein de possibilités. Et tout en bas, vous avez tous les outils d'IA qui permettent aussi de faire des choses hyper chouettes. Eleven Labs qui permet de travailler vraiment l'audio et traduire aussi dans différentes langues, maintenant qu'on a accès à tout ça. Runway, Sora, Opus Clip, vraiment, il y a plein d'opportunités là-dessus. Et puis, si vous n'êtes pas équipé en interne au niveau physique, hein, ou si vous vous déplacez, vous n'êtes pas chez vous, mais dans un autre point de tournage, il y a aussi possibilité d'aller louer des studios. Hein. Il y a des agences qui s'en sont fait une spécialité. Là, par exemple, on vous montre Tizit, qui est présent à Lyon et à Paris, qui met à disposition des studios complètement équipés avec le matos, le setup, le conseil aussi, pour dire comment, est-ce que c'est un plateau, est-ce que c'est un face cam, est-ce que c'est une démo produit, est-ce que c'est un concept un peu plus impliquant. Donc n'hésitez pas aussi à quand vous faites vos premières vidéos, pour accélérer votre courbe d'apprentissage, de faire ça dans des lieux qui peuvent vous faire grandir ou avec des agences qui peuvent vous faire grandir. Voilà, on vous conseille peut-être sur vos premières vidéos, si vous avez une série en tête, de bien cadrer les 4-5 premiers, de les travailler en batch. Si vous tournez un format qui fait à la sortie 5 minutes, sur une demi-journée de tournage, vous pouvez en faire 4, 5, 6. Et vous avez déjà un pack de vidéos à utiliser qui peuvent être super intéressantes. Dernier tips de pro. Vous avez votre vidéo. Sa vie commence. Vous avez fait tout le gros du boulot. Mais il y en a encore un petit peu à faire. Il y a tout le côté comment je le diffuse, comment je le décline éventuellement. Parce que quand vous avez un format long, il faut aussi le faire vivre. Et il y a plein de façons de faire en sorte que votre investissement en temps, en ressources, soit rentable. Et donc pour ça, il faut que le maximum de personnes le voient. Et donc c'est là où rentre en jeu aussi l'art du content post-prod. Carrément. Là, on vous a mis un exemple de comment on reuse et on décline nos lives. Donc, il y a déjà le live. Ensuite, il y a les découpages qui vont sur YouTube. On a fait le choix de ne pas mettre le live en entier, mais de découper les chapitres pour que ce soit plus digeste pour les spectateurs, mais aussi pour que ce soit plus facile de les intégrer après dans des articles, sur notre site, sur LinkedIn aussi, pas en entier bien sûr. Et c'est pour ça qu'on fait des capsules pour vraiment tirer le plus intéressant, le plus accrochant, avec un hook, avec une discussion. Là, vous voyez, il y a Guillaume et Thomas sur le live Data Quality, me semble. Donc c'est hyper bien pensé. Il y a à chaque fois des capsules et en fait tout est chronométré parce que dès que le live est sorti, ok, découpage, capsule. Il y a une technique, il y a une sorte de bullet point à tenir en compte et à faire tout ça. J'ai oublié bien sûr le teaser en amont du live pour bien teaser le live. Donc il y a vraiment un grand panoplie de choses à faire après une fois que on a fait le live. Et bien sûr, on a la miniature qui est la battle si vous êtes sur YouTube notamment, mais finalement même sur LinkedIn. L'image qu'on voit avant de lancer la vidéo est super importante. C'est finalement le pré-hook. On a le hook, c'est les quelques premières secondes de vidéo, mais avant ça, il faut aussi que les gens aillent cliquer sur la vidéo pour la lancer. Et là, on a quand même, il y a une science de la minia. Qui est de la miniature qui est assez exceptionnelle. Voilà, il faut tester, il faut itérer, il faut se lâcher un peu aussi. Faut pas mentir sur ce qu'il y a dans la vidéo, mais il faut trouver quand même le truc qui fera que les gens ont envie de cliquer. Et puis pour dire un dernier petit mot aussi sur la partie diffusion, YouTube va être, si vous vous mettez sérieusement à faire de la vidéo, va être
l'endroit sur lequel vous avez capitalisé. LinkedIn, évidemment, mais YouTube est une plateforme intéressante et de plus en plus en B2B. Là, je vous montre finalement un petit peu les clés. Quand vous postez votre vidéo, derrière, il y a aussi une partie texte, il y a une partie chapitre. Là, c'est ce que vous voyez au milieu, dans le rond bleu, on a l'horodatage, on peut cliquer pour être transporté directement au bon chapitre, c'est remis en dessous. Il y a l'avis dans les commentaires aussi, donc il y a vraiment un petit microcosme derrière YouTube à comprendre et à maîtriser, qui est quelque chose qui est important.